Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Espossiblé. Aujourd'hui, on va parler de sport, de passion et d'entrepreneuriat. Et comment est-ce qu'on peut allier une passion pour le sport, le monde de la tech et la volonté d'entreprendre. Vaste sujet qu'on va aborder avec Céline Colette. Salut Céline. Salut, merci beaucoup de me recevoir. Alors, tu as un profil à la fois typique si on le regarde du côté de la tech et atypique si on le voit du côté du sport. Donc, si je résume et tu vas aller plus dans le détail, toi, tu as commencé dans des boîtes assez connues, hein, qui sont ce qu'on appelle les GAFAM. Et puis à côté, tu avais la passion du sport et du beach volley. Et un jour, tu t'es dit, j'arrête Google pour me consacrer à plein temps à ma passion. Alors, on va revenir peut-être d'abord sur la passion, ensuite sur le travail. Comment tu as découvert le beach volley ? Comment le sport ? Est-ce que le sport a toujours fait partie de ta vie ? Et pourquoi ce sport, qui est un sport assez aussi lui-même atypique ? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, je décrirais mon parcours clairement comme atypique. Non, en fait, d'abord, je viens de Lille à la base, donc je suis française et je viens de Lille. Donc le beach volley, autant dire que c'est pas le sport national, déjà en France, déjà partout, mais en plus à Lille. Donc moi, j'ai commencé avec le volley en salle et j'ai commencé quand j'avais 13-14 ans en choisissant un sport. J'étais douée, on va dire, dans les sports collectifs. Sport de ballon, etc. Enfin bref, je choisis le volley. Et c'est là que ça a commencé pour moi. Le beach volley, c'est venu plus tard dans mon parcours professionnel que je te raconterai aussi. J'ai été amenée à vivre à Singapour, en Asie. Et c'est un peu là où Singapour, c'est sur l'équateur, il fait beau toute l'année. Et aussi, il y a pas énormément de joueurs et de joueuses de volley. Donc, trouver 12 joueurs ou joueuses, parce qu'au volley en salle, tu es 6 contre 6, voilà, plutôt que le beach volley où tu es que 2 contre 2. Donc, tout ça aligné m'a emmené vers le beach volley. Donc, le beach volley est venu plus tard. Mais en tout cas, la passion du sport ça fait partie de ma vie depuis, je dirais, pratiquement toujours. Pas non plus depuis que j'ai 4-5 ans comme des athlètes qui ont pu commencer vraiment très jeunes parce que leurs parents étaient dans le sport. Moi, c'est venu en étant adolescente et en commençant un sport que j'ai adoré. Et le volley, tu avais des velléités de devenir professionnelle de volley quand tu étais adolescente. T'as poussé vers là ou le volley est revenu plus tard ? Ouais, en fait, c'est marrant. Quand j'ai commencé, j'ai tout de suite accroché. J'étais plutôt pas trop mauvaise, je pense, parce que du coup, j'ai fait quelques sélections d'abord régionales et ensuite, j'avais fait une fois un stage pour rentrer en équipe de France de volley, mais j'étais vraiment au tout début, donc j'avais pas du tout le niveau. Ouais. Mais en tout cas, ils voyaient du potentiel. Et s'était posé un peu la question à ce moment-là de est-ce que je pars en sport-études ou est-ce que je reste dans des études plus classiques, on va dire. Et je me souviens, chez moi, en tout cas, ça n'a pas vraiment été l'option. Sport-études, elle n'est pas restée très longtemps. En tout cas, pour mes parents, c'était plus important de prioriser les études. Ça ne m'a pas du tout traumatisée, d'ailleurs. Enfin, je n'ai pas un souvenir que ça a été horrible pour moi de fermer cette porte. Et d'ailleurs, en ayant reparlé plus récemment avec mes parents depuis que j'ai pris cette décision de revenir vraiment à fond sur le sport, leur réponse était un peu de dire, comme j'étais douée dans les deux, ils ne voulaient pas que je prenne une direction trop tôt. Et donc, dès le début, ça a été l'idée de... j'arrivais à m'en sortir avec les études et en même temps le sport, même si c'est vraiment pas du tout aménagé en France, en particulier pendant les études. Je suis partie faire 1 an d'études aux US et c'est vrai que tout de suite là-bas, tu vois que ça n'a rien à voir. Tout tourne déjà beaucoup plus autour du sport. Voilà, alors que moi, mon parcours, ça a été plutôt d'abord les études et ensuite d'aller m'entraîner 2 heures le soir. Je me souviens même en terminale, ma prof avait convoqué ma maman pour lui dire que j'aurais jamais mon bac parce que je m'entraînais tous les jours, le soir, etc. Et c'est très bien fini, j'ai eu mon bac mention très bien, donc tout s'était bien fini. Mais en tout cas, juste pour dire que c'était déjà un conflit, on va dire, depuis beaucoup de temps, un conflit un peu entre les deux, et ça a fait grandir en moi cette impression que du coup j'étais moyenne dans les deux. En fait, au fur et à mesure d'avancer j'ai l'impression que j'étais à 100% dans les deux, mais on peut pas être non plus à 200% ou voilà. Et c'est vers mes 30 ans justement où j'avais continué à pousser à fond les deux et que je me suis dit en fait à quel prix, et aussi pourquoi j'en choisirais pas un maintenant que j'ai bien avancé des deux côtés, et si je dois en choisir un, ça va pencher pour le côté passion et le côté sport, parce que aussi c'est pas pour toujours que je peux faire du sport à haut niveau et vraiment pousser à fond là-dedans. Et je savais que
début de ma trentaine, c'était le moment de C'était prendre... le moment de prendre une décision plus voilà. radicale. Et, t'as quand même, donc, du coup, le sport-études a pas été un deuil de ne pas partir en sport-études, comme tu disais. Tu as suivi un parcours classique, une prépa, une école de commerce. Et c'est là que, du coup, tu t'es orienté vers la tech, vers c'était Amazon d'abord. Ouais, alors j'avais fait Sciences Po, moi, à la base. Et ensuite, j'ai fait un an à l'ESSEC. Donc, j'avais fait un an en école de commerce. Grâce à l'ESSEC, j'étais partie à Singapour. C'était là que ça avait commencé pour moi, l'Asie. J'y suis restée 8 ans au final. Et oui, ensuite, j'ai d'abord commencé par un stage. Ensuite, j'ai fait un VIE qui était une façon de pouvoir rester aussi à l'étranger en une espèce de mini-contrat expat en étant français dans une boîte d'assurance. Et ensuite, j'ai commencé chez Amazon en étant à Singapour. Et c'était mon premier pas dans la tech, on va dire. Et ensuite, j'ai travaillé pour Google pendant 8 ans. Alors, ce qui est marrant, tu me racontais que Amazon Singapour, à l'époque, tu as dû ouvrir des pays. Tu as quand même déjà eu un peu le glimpse de l'entrepreneuriat parce que tu as dû ouvrir des pays asiatiques, chose qui nous paraît... c'était pourtant pas il y a si longtemps, mais ça nous paraît inconcevable de se dire que Amazon était inconnu en Thaïlande. Ouais, alors en fait, l'histoire, c'est assez drôle. Donc, j'étais en Asie, ils montaient l'équipe Amazon là-bas, donc on était une quinzaine pour monter l'Asie du Sud-Est. Il n'y a pas du tout Amazon, à ce moment-là, il n'y a pas du tout Amazon qui existe dans toute la partie Asie. Donc, en gros, quand on veut commander sur Amazon, on doit aller sur le .com, mais ça arrive en 6 semaines, et voilà. Donc, personne ne l'utilise. Et d'ailleurs, il y a eu des copies d'Amazon qui s'appellent Lazada, par exemple. Et du coup, tout le monde utilise ces sites-là, mais personne n'utilise Amazon à ce moment-là. Et moi, on me demande de développer la Thaïlande. Et au début, je suis toute seule sur la Thaïlande. Donc, en plus, je ne suis pas thaïlandaise. Ils avaient beaucoup de mal à recruter des talents de chaque pays qui passaient les vagues d'entretien pour ce genre d'entreprise. Donc, je me retrouve sur la Thaïlande et du coup, j'ai dû trouver des vendeurs. À l'époque, c'était trouver des vendeurs qui voulaient vendre leurs produits sur Amazon, principalement en cross-border, donc dans les autres pays. Principalement les US. Mais je me suis baladée en tuk-tuk dans toute la Thaïlande pour essayer de trouver des gens qui voulaient vendre leurs produits sur Amazon.com, leur expliquer le e-commerce. Mais quand je les appelais à la base, ils ne connaissaient pas. Et en plus, Amazon, c'est une chaîne de café comme Starbucks aux US. Et donc, du coup, ils ne comprenaient vraiment pas. Ils me disaient, mais je ne vends pas de café, je ne veux pas vendre de café, etc. Donc, je devais vraiment leur dire, ouvrez votre ordinateur, www.amazon.com, et leur montrer ce qu'on faisait, etc. Ce qui paraît assez incroyable maintenant. Inconcevable. Et ce qui ne se passait... C'était déjà énorme, évidemment, dans toute la partie US et Europe. Mais moi, du coup, j'ai eu cette expérience de lancer l'Asie et c'était trop bien. C'était une de mes meilleures expériences professionnelles. Et ça, c'est vrai qu'on est suffisamment ethnocentré. J'ai vécu en Chine et je vois ce que c'est que des continents entiers qui n'ont pas exactement les mêmes providers et habitudes de consommation. Et de commencer là, ça va être une expérience complètement dingue. Ça dure combien de temps? 1 an et demi, c'est ça? 2 ans? Ouais, à peu près 2 ans. 2 ans chez Amazon. Et c'est là que j'ai passé l'entretien chez Google et que du coup, je suis passée chez Google à ce moment-là. Mais ouais, 2 ans. Google Amazon, puis Google Singapour, pardon. Ouais. Et ensuite Google Los Angeles. Ouais, je passe par New York pendant 2 ans, pendant le Covid. Donc, c'était pas la meilleure période pour vivre à New York. Et ensuite, 2 ans à Los Angeles. Donc, j'ai fait 4 ans aux US, on va dire 2 ans New York et 2 ans à Los Angeles. Et Google, c'est sur quel type de verticaux que tu travaillais? Donc, j'ai toujours été dans la partie Google Ads, donc la publicité. J'ai toujours été en vente, d'ailleurs, de manière générale. Et après, j'ai changé d'équipe où c'était directement avec des plus petits clients, ensuite avec des agences, ensuite avec des gros partenaires, etc. Donc ça a changé, mais le produit n'a pas vraiment changé. Et moi, je suis restée toujours dans la partie vente, comment on scale, comment on grandit, etc. Sur la partie Google Ads je connais bien, j'utilise, je donne de l'argent. Enfin, me dis pas que tu as des questions parce que... non, de toute façon, je sais que les gens de Google, on comprend de moins en moins le produit qu'ils vendent en plus. Donc ça, c'est parce que ça évolue vite. Ouais, et qu'est-ce que tu retiens? Donc ça fait une dizaine d'années dans la tech. Avant qu'on parle du moment où tu décides de changer, tu en retiens quoi de cette vie dans les GAFAM, si tu dois un peu l'expliquer, parce qu'on reviendra un peu plus tard dessus, c'est que maintenant tu l'expliques à d'autres. Qu'est-ce qui t'a le plus, je dirais, frappé dans
dans ce que sont ces boîtes, qu'on voit de l'extérieur gigantesques. Ouais. En plus, quand tu as commencé comme étant la personne en Thaïlande, tu as dû voir vraiment... et le Google Los Angeles, ça a dû être extrêmement varié. Ouais, c'est quoi le résumé quand on travaille dedans? Ouais, c'est vrai que c'est un peu... Enfin, on s'imagine... Enfin, tu vois, des fois, on me demande « Ah, tu connais cette personne ?» Enfin, c'est tellement énorme. Non, on ne connaît pas les personnes. Enfin, c'est tellement énorme. Et pour moi, ça a été une super expérience, en plus de l'avoir fait à l'international. Enfin, c'est toujours ce que j'avais voulu faire. Il y a une diversité dans les gens, surtout. J'ai toujours été dans des équipes où il y avait plein de nationalités différentes, des gens qui avaient des parcours assez incroyables, même pas du tout, tu vois, liés à la tech. Ça, j'ai toujours trouvé ça génial. Donc, moi qui avais toujours cette soif de l'international, des nouvelles cultures, d'apprendre. Enfin, je trouve que ça, c'est génial dans ce genre de boîte-là, parce que tu travailles avec des gens de partout. Juste résoudre un problème dans ton équipe, tu as ton collègue du Pakistan et ton collègue de l'Inde. Enfin, tu vois, genre, je sais pas, tu essaies de travailler ensemble, mais tu viens tellement de backgrounds différents, etc. Donc ça, j'ai adoré. Il y a plein d'opportunités. Une fois que tu es rentré dans ces entreprises, elles sont tellement énormes que tu peux être rentré en faisant de la vente, mais ensuite tu peux aller en marketing, en stratégie, en produit. Enfin, une fois que tu es dedans, en fait, tu peux aussi vachement naviguer. À toi de faire ton réseau et à te débrouiller, mais c'est plein d'opportunités, quoi. Je pense que tu peux rester... justement, en fait, c'est un peu... Des fois, il parle d'une cage dorée, mais tu peux rester pendant longtemps parce que tu peux faire des trucs complètement différents. Tu as des super conditions de travail, évidemment. Bon, il y a aussi des côtés moins sympas, hein, mais j'imagine que le côté moins sympa, c'est le côté peut-être politique des choses. Et puis, ce qui peut être moins sympa, pour avoir eu une expérience dans une de ces boîtes, c'est quand même, ce qui est impressionnant, c'est quand même la culture. Du coup, qui peut être un problème si tu n'y adhères plus. Exactement, ou ça te saoule, mais la culture, elle est... Enfin, c'est pas du bullshit ce qui est écrit sur les murs. Le principe même de culture, c'est sans doute assez américain, mais c'est presque matériel tellement c'est partout. Bah moi, je me suis vraiment rendu compte avec le Covid. Enfin, après le Covid, il y a eu un peu des vagues de licenciements. Et moi, j'ai jamais été vraiment... Enfin, tu vois, j'ai toujours eu le sport à côté. J'ai toujours eu plein de trucs à côté. J'ai adoré bosser pour eux, mais c'est mon entreprise et j'étais complètement consciente que ça peut s'arrêter. C'est une entreprise, quoi. Mais au moment où ils ont licencié des gens, enfin, à quel point les gens étaient accrochés à la culture d'entreprise, comme tu dis, c'était assez hallucinant. Et je comprends que ça fait longtemps qu'ils travaillent, etc. Mais en fait, c'est leur identité qui avait été touchée, tu vois, plus que juste, entre guillemets, ton travail. Enfin, et encore une fois, je comprends très bien, mais pour moi, ça avait été le moment où ça m'avait encore plus choqué à quel point, en fait, ils avaient l'impression de s'être fait trahir par un membre de leur famille. Et c'est vrai que les lignes sont assez... parce que tu t'investis beaucoup, tout le monde est sympa, ça fait partie de la culture d'entreprise, tu dois être toi-même, tu peux être toi-même. Enfin, voilà. Donc c'est assez... c'est très identitaire au fond. Enfin, très identitaire, je me souviens que vraiment c'était déjà rien que quand tu es sur ces campus. Moi, j'ai bossé pour eBay en France, mais quand tu vas dans leur grand campus, déjà tout le monde se bat avec des badges. Rien que le badge, pour moi, c'était un truc qui disait c'est une carte d'identité. Il y a des couleurs différentes. Je sais pas si tu avais ça aussi. Bien sûr. Pour dire pour les équipes. Et aussi depuis combien de temps tu es dans la boîte, ton grade. Donc c'est sûr que c'est comme si vraiment on se baladait avec notre carte d'identité visible devant tout le monde. Et ça, qu'est-ce que tu en as tiré de plus positif selon toi? Qu'est-ce que ça t'a apporté pour justement, on se rapproche du moment où tu vas sauter le pas, mais tu as quand même été dans plusieurs géographies, à Singapour, à New York, à Los Angeles. Tu as donc vraiment vu ces boîtes de l'intérieur. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'aide le plus aujourd'hui de ce que tu aurais appris pendant ces années-là? Ouais, je pense déjà, c'est la culture américaine. Au final, que ces boîtes sont américaines, mais tu vois, de do it, tu vois, fail fast. Tu as plein de trucs que tu peux retirer. Tu tentes des choses, tu vois si ça marche, tu changes vite. Par exemple, c'était beaucoup plus vrai chez Amazon que chez Google pour moi, dans mon expérience, parce que j'étais d'une toute petite équipe versus quand je suis rentrée chez Google, là, c'est devenu vraiment une plus grosse équipe. Donc, c'est pas toujours la même chose dans toutes les boîtes, mais il y a vraiment cette partie de culture où c'est tente des choses et tu vois si ça marche ou pas. Et après, je dirais dans la partie sport, souvent, c'est un des trucs que je compare. 10 ans en tech, c'était data, quelle data on prend en compte et comment cette décision, elle est back-up par la data, etc. Et par exemple, sur le sport, en changeant, moi, je suis persuadée que quoi qu'on fasse dans la vie, ça c'est mon histoire, mais
en changeant d'une chose à une autre, on prend avec nous tout ce qu'on a appris et on repart pas de zéro complètement, même si pour moi, on pourrait avoir l'impression que c'est un grand écart total. Mais en tout cas, par exemple, cette partie d'analyse de données, j'ai fait ça pendant 10 ans et donc du coup, je le mets aussi dans le sport où dès que je regarde des matchs d'équipe, etc., je regarde, qu'est-ce qui marche. Je suis là à prendre des notes de quel est le coup qui va marcher, quel est le coup qui va pas marcher. Basé sur ça, c'est ça que je veux travailler à l'entraînement parce que si à chaque fois, s'il y a 90% qu'on fait un shot sur la ligne, ça marche, moi, ce que je dois savoir faire, c'est un shot sur la ligne. Le reste, on s'en fout. Et vraiment, tu vois, ça, c'est des trucs que j'ai pris. Que toi, maintenant, ça fait partie du temps. Ça fait partie de moi. En fait, comment on priorise? On peut pas tout faire bien, donc il faut choisir. Et on priorise. Comment on choisit? C'est en priorisant avec des données. Puis après, tout peut se passer. Mais en tout cas, c'est comme ça que je pense que ça m'a appris à réfléchir en tout cas de cette façon et je le transporte dans le reste. Et ça, ouais, effectivement, c'est quand même l'un des faits les plus marquants de ces boîtes, c'est qu'effectivement, tout est très... on a l'impression qu'il y a peu de place, enfin c'est paradoxal, il y a peu de place à improvisation parce que tout est backé par data, mais en même temps, tu as une certaine liberté. Où tu peux créer des initiatives, mais il faut que ce soit... c'est quand même très, très, très... tu dois... Chez Amazon, ils appellent ça un one-pager. Tu dois faire une page recto-verso, pas plus. Il n'y a jamais de slide, de PowerPoint. Et tu dois juste expliquer, mais c'est très, très chiffré. Tout est très chiffré. Et je pense que... tu dois toujours vraiment justifier pourquoi tu veux faire cette initiative. Donc, ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui reste. Et donc, on est il y a 2 ans maintenant. 2 ans. Tu es à l'époque à Los Angeles. Ouais. Et puis, tu te dis, ça y est, j'arrête la tech, au moins temporairement ou pour tout le temps, mais maintenant, c'est le volley, ça fait des séries, ça fait quoi? Ça faisait déjà 15 ans que je jouais au volley, c'était ma passion sur le côté, etc. Mais de me dire, je vais le tenter à plein temps. Il y a un fait générateur de ça? Ou est-ce que tu sens que c'était un truc qui était dans le background et qui, à un moment donné, s'est imposé? En fait, ça revenait tout le temps en moi de pourquoi je le fais pas et pourquoi pas maintenant. Et on se trouve toujours des millions d'excuses pour pas faire les choses qu'on a envie de faire parce que ça fait peur. Je pense qu'au final, c'est des peurs qu'on a en nous. Je vais plus gagner d'argent. Comment je vais faire pour si j'y arrive pas ou que je suis nulle. On se crée plein de peurs. Et du coup, je pense que c'était des peurs accumulées. Mais ça revenait tout le temps, ce truc en moi d'avoir idéalisé, en tout cas, la vie d'athlète et de me dire pourquoi je le tenterais pas, tu vois. Et de voir d'autres gens autour de moi qui avaient un peu plus de temps pour... quand tu fais beaucoup de sport, il y a tous les à côté, au final. Moi, j'avais le temps juste pour les entraînements, mais il y avait tous les à côté où j'avais pas le temps. Et la charge mentale aussi, j'allais à 6h, de 6h à 8h à mes entraînements. Ensuite, je courais prendre une douche au bureau chez Google. Et ensuite, j'enchaînais ma journée de 8-10 heures. Et ensuite, il fallait que j'aille me coucher assez vite parce qu'à 4h30, il fallait que je me relève pour mes entraînements. Et au final, ça devenait juste un peu too much. Tu tirais pas le meilleur des deux. Peut-être que ça justement, ça affectait pas le travail ou éventuellement positivement, mais en fait, le sport était quand même relégué tout en étant une contrainte forte. En final, tu vois, pendant longtemps, je me suis dit, c'est un peu comme une faiblesse de vouloir pousser les deux. Et surtout à ce moment de carrière, tu vois, après 30 ans, il n'y a plus grand monde qui est encore en train de pousser très fort sur la partie sport, ou peut-être il y en a qui montent des boîtes à côté. Il y a toujours plein d'exemples, mais en tout cas, pour moi, c'était dur. Ouais. C'était arrivé à un moment où c'était assez dur de vraiment continuer les deux à fond. Et je pense que j'étais un peu épuisée, mais tu vois, à me dire, c'était peut-être ça le déclic, c'était de me dire, je peux peut-être plus continuer les deux autant. Et du coup, est-ce que je fais un choix? Est-ce que je rebaisse le cursus? Tu vois, mes attentes sur les deux aussi, je pouvais les rebaisser les deux en même temps, ou alors j'en poussais une. C'est là que je me suis vraiment donné le droit de regarder, de me dire, OK, qu'est-ce que je veux faire maintenant? J'étais venue à Barcelone, d'ailleurs, pendant 6 mois. En gros, chez Google, ils ont un programme où tu peux remplacer... c'est souvent des femmes qui sont en congé maternité. Tu peux les remplacer pour justement découvrir leur boulot. Et plutôt que d'avoir personne sur le poste, tu fais tourner les gens. Donc ça, c'est un super opportunité, un super programme, d'ailleurs. Et donc, j'étais venue à Barcelone. J'étais toujours sous mon contrat. Enfin, j'étais toujours avec mon équipe aux US, mais c'était un espèce de détachement, je sais pas comment on dit, pendant 6 mois. Donc, j'étais venue à Barcelone pour voir un peu si c'était possible parce que si je démissionnais, je n'avais plus de visa aux États-Unis, donc je ne pouvais pas rester aux États-Unis. Déjà, c'était out.
Et donc, il fallait trouver un autre endroit où je pourrais continuer à m'entraîner, où le coût de la vie était aussi abordable, parce que je savais que j'allais descendre énormément. Enfin, j'allais plus rien gagner, en tout cas au début. Donc voilà. Donc j'avais fait 6 mois à Barcelone un peu pour venir en exploration. Et ça correspond, et la ville correspond correspondait bien à ton projet. En Europe, j'ai pas trouvé mieux entre guillemets d'avoir la plage, de pouvoir m'entraîner et aussi d'avoir la ville. Et dans mon idée, en fait, j'avais toujours ce truc de l'entrepreneuriat. Enfin, je savais que de toute façon, me connaissant, c'était pas possible de plus du tout rien faire de l'autre côté. Donc, c'était bien aussi d'être dans une ville. J'ai fait 3 mois à Majorque, 3 mois à Alicante aussi. Donc, j'ai fait d'autres endroits. Mais Barcelone, ce qui est chouette, c'est d'avoir la plage, mais aussi la ville et tout ce qui va avec, le networking, de rester aussi... un écosystème, pas être dans un endroit trop uniquement balnéaire pour pouvoir s'entraîner, mais plus large. Et qu'est-ce qu'on fait le lendemain? Enfin, tu prends cette décision, et du coup, effectivement, ça implique quand même de déménager, de rentrer en Europe. Ouais. Et comment on réorganise sa vie? Parce que du coup, certes, il y avait le 4h, 6h, et puis le soir, et la journée était dévolue au travail, et du coup... le lendemain matin, une fois réinstallé en Europe, comment est-ce qu'on s'organise pour changer de vie et devenir athlète à plein temps? Déjà, on commence avant de démissionner, ça rassure aussi. Parce que sinon, si on arrête et qu'on n'a rien préparé, entre guillemets, je pense que ça fait trop peur. Moi, j'étais aussi allée au Brésil. En fait, ça fait aussi 2-3 ans que je partage mon temps entre les deux pour que j'ai un été permanent, donc entre Barcelone et le Brésil. Et donc, j'étais allée m'entraîner, c'était l'hiver, en tout cas quand j'ai démissionné. Donc, j'ai été allée là-bas et c'était assez facile d'avoir une routine encore plus qu'ici, on va dire. C'est plus encadré parce que c'est un sport plus professionnel, entre guillemets évidemment, mais au Brésil qu'en Espagne. Mais en fait, on part de zéro. Il faut trouver un coach, il faut trouver une partenaire aussi. Pour jouer au beach, on est deux personnes sur le terrain. Il faut trouver la partie physique aussi, trouver un coach mental. En fait, déjà, tu crées ta petite entreprise autour de ce projet, qui en plus est un projet où il n'y a aucun aspect de gagner de l'argent, tu vois. Genre, il faut vraiment convaincre des passionnés de te suivre dans le projet et d'embarquer tout un staff même autour de toi que tu vas essayer d'unir autour d'un projet. Donc, c'est pas de l'entrepreneuriat, mais au final, c'est quand même... des fois, je me dis pas plus difficile, mais tu vois, quand tu montes ta boîte, tu as quand même le truc, on va tout exploser, Là, c'est vraiment des challenges limite personnels. Très humains, très humain. Oui, parce que c'est un sport qu'on voit régulièrement au JO, beaucoup. Beaucoup au JO et après, plus du tout. Ça fait partie de ces sports, comme beaucoup de sports qu'on découvre pendant les JO en disant c'est super. Et après, il ne se passe plus rien. Et donc, c'est pas un sport très professionnel dans le sens qu'il y a pas beaucoup d'argent, qu'il y a quand même une fédération française, mais il y a très peu d'équipes. Et donc, forcément, il n'y a pas d'enjeu financier. C'est un petit sport. Et tu vois, genre, on parlait un peu du tennis. Tu vois, si tu es dans le top 100, tu peux en vivre du tennis. Je dirais pour le beach volley féminin, on va dire top 10, top 20 si on veut être... sinon, c'est vraiment très compliqué. C'est pas financé. Et donc, dans ces 2 ans... quand tu t'es mis à faire t'as constitué ton équipe parce qu'il faut des préparateurs physiques, il faut des coachs, il faut une partenaire, parce que ça, c'est ce que tu disais, c'est qu'en fait, tu pars pas en binôme, enfin, peut-être que des personnes partent en binôme, mais ça, tu dois quand même forcément trouver quelqu'un avec qui jouer. Et ça, c'est compliqué parce que les zones géographiques, parce que t'as pas forcément la partenaire parfaite au même endroit que toi. Donc on peut passer un appel s'il y a une beach volleyeuse professionnelle. Avec un passeport français. Avec un passeport français qui habite à Barcelone. Ce serait incroyable. Manifestez-vous. Voilà. On met le numéro vert en bas. Mais du coup, oui, c'est un tas de challenges. Et en 2 ans, quoi, tu fais de la compétition. Comment tu distingues sur cette partie sportive, comment tu divises ton temps, compète, entraînement, parce que du coup, ce nouveau rythme dans lequel tu es, comment est-ce qu'il se dessine? En fait, j'ai l'impression que maintenant, je divise un peu ma journée en 2. Et il y a la partie entraînement physique, parce qu'au final, je ne peux pas non plus m'entraîner 10 heures de la journée physiquement. Je ne sais pas s'il y en a qui arrivent, mais je pense que ce n'est pas trop possible. Donc, en gros, de faire 1 heure de muscu, d'aller à la salle, et 1h30 de beach volley, 1h30, 2 heures quand j'arrive.
Quand c'est pas la saison, donc il n'y a pas de tournoi le week-end, ça, je peux le faire tous les jours pratiquement. Quand il y a la saison, en ce moment, c'est de mai à septembre. Donc, j'ai des tournois tous les week-ends. Donc, je dois réduire forcément dans la semaine. Sinon, tu dois au moins avoir un jour ou deux où tu fais rien. Sinon, tu surchauffes. Voilà, et tu peux te blesser. Et si je me blesse, tout est fini. Donc, c'est pas le but. Donc, voilà, en gros, je divise ma journée entre la préparation, on va dire, physique et ensuite... je fais un peu de préparation mentale, mais ça doit être une fois toutes les 2 semaines, on va dire. C'est pas non plus... que j'ai avec un coach, mais ensuite, tu as du travail à faire à côté. Et l'après-midi, plus ou moins, j'essaie de me consacrer justement à recherche de sponsors ou travailler sur mes projets à côté. Donc, j'ai l'impression maintenant d'avoir trouvé un peu un équilibre où j'ai une grosse partie de ma journée, une demi-journée, on va dire, si on met tout ensemble sur l'entraînement. Et ensuite, une autre demi-journée où je peux avancer sur mes projets. Et les tournois sur le week-end? Et les tournois sont toujours le week-end. Les tournois internationaux commencent le jeudi. Donc au final, le temps que tu arrives jusqu'à l'endroit, et c'est jamais, je sais pas, c'est pas à Paris par exemple, ça va toujours être dans des petits... des petites villes ou des petits endroits. Donc, il faut prendre l'avion, ensuite, il faut prendre un train, ensuite, il faut louer une voiture. Enfin, c'est assez galère, c'est jamais dans des grandes villes. Donc, si tu commences le jeudi matin, il faut que tu sois arrivé quelques jours avant. Donc, tu vois, c'est... Ça peut prendre toute une semaine, Ça peut prendre toute la semaine. Et en plus, souvent, ce qui est la partie que moi, j'aime aussi dans ce projet, c'est que tu rencontres beaucoup d'équipes d'autres pays et les jours avant le tournoi, tu peux t'entraîner. Je sais pas, tu t'entraînes avec l'équipe d'Argentine et l'équipe du Portugal et tu rencontres des gens. Et moi qui adorais la partie internationale, c'est ce que j'aime le plus dans ces tournois. Tu retrouves un peu ça? Je retrouve un peu ça, de rencontrer des gens de partout dans le monde et de m'entraîner avec eux. Après, voyager, par exemple, c'est vachement différent qu'un business trip parce que tu as la partie, il faut que je sois en forme jeudi matin, donc je peux pas prendre le vol de la nuit où j'ai rien dormi, ou que tu peux faire quand tu as au bout d'un moment, tu n'en peux plus non plus, mais, mais que tu peux un peu plus faire. Dans le contexte de travail. Là, il y a vraiment la dimension physique. performance que j'avais pas. Enfin, il faut que tu performes et donc il faut que tu sois dans les meilleures conditions possibles le jour du match. Donc, ça change un peu. Mais la performance, c'est marrant que c'est le terme sur lequel on va s'attarder maintenant, c'est que c'est un point commun qu'il y a entre travailler dans des GAFAM et être athlète professionnel, c'est quand même la performance. Ouais. Est-ce pour que moi, là-dessus, il y a beaucoup de points communs. Pardon, et donc justement, quels sont pour toi les points communs entre ta vie dans ces GAFAM et ta vie professionnelle et puis ce que tu développes aujourd'hui? Encore une fois, on va revenir sur ce qui t'a aidé aujourd'hui à développer ces activités. C'est quoi qu'est-ce qui est semblable au fond? Il y a plein de trucs. Et souvent, à chaque fois, je sais pas, je suis sur le terrain, je me dis, ça me rappelle ou ça me fait penser à, où il y a plein de liens entre les deux que je vois beaucoup. Tu as déjà l'attitude, tu vois, genre moi, j'étais beaucoup en sales et tu as un peu la résilience ou le truc de dire tous les jours, toi, tu es en sales, il faut que tu envoies des mails, il faut que tu appelles, il faut que tu sois toujours à faire plein d'activités en te disant que dans 2 mois, 3 mois, tu vas avoir sûrement des trucs qui vont tomber, tu vois. Et que tu sais, si tu t'arrêtes, tu lâches l'affaire pendant 1 semaine ou 2, tu sais que selon ton cycle de vente, mais que tu vas le payer. Ouais. Et au final, les entraînements, c'est un peu la même chose, tu vois, que tu sois... je me lève pas tous les matins en me disant, génial, j'ai l'entraînement, je suis trop contente. Il faut que tous les jours, je me dise, OK, je fais ça parce que peut-être que dans mon tournoi, dans 3 mois, je vais me dire, je me sens trop bien, il y a tout qui marche et tout, mais c'est parce que tous les jours, je me suis imposé ce rythme. Donc ça, déjà, c'est vraiment similaire dans le sens... il n'y a rien qui arrive, tu vois, tu peux pas juste le jour du match arriver ou le jour de tes targets, c'est la fin du quarter et te dire, je comprends pas, je gagne pas, ou alors... J'atteins pas mes targets et effectivement... Oui, alors que si tu sais que t'as pas fait ce qu'il fallait avant, voilà. Donc t'as ça, t'as la partie... ton attitude... les objectifs aussi, la motivation, tu vois, en tout cas dans ce genre de boîte-là, ça marche vachement, t'es drivé à l'objectif. Et ce que j'ai découvert avec le sport, d'ailleurs, c'est de ne pas avoir que des objectifs du résultat, tu vois, de juste, j'ai fait mon quarter, mais comment je l'ai fait? Est-ce qu'il y a des trucs, tu vois, que j'ai appris aussi le long et qui fait qu'au moins, tu n'es pas lié qu'à la performance? Parce que dans le sport, tu perds tout le temps, tu perds beaucoup plus que tu gagnes. Et donc, du coup, ça m'apprend vachement à me concentrer sur des choses que je peux contrôler versus des choses que je ne peux pas contrôler. Et si on prend là encore le rapprochement avec des équipes en vente, tu vois, ce que tu peux contrôler, encore une fois, c'est le nombre de clients que tu vas contacter. Mais ce que tu peux pas contrôler, c'est est-ce que le mec, il va signer à la fin? Est-ce qu'il signe pour 1 million ou 6 millions? Enfin, tout ça, il peut partir chez Microsoft et pas chez toi. Mais ce que tu peux contrôler, c'est d'en avoir contacté un certain nombre
pour qu'à la fin, il y en ait quelques-uns qui tombent. Donc, te concentrer aussi sur ce que tu peux contrôler versus ce que tu peux pas contrôler. La partie mentale, on va dire que je l'ai vachement développée depuis que je fais beaucoup de sport. Et c'est vraiment été le plus gros apprentissage pour moi. C'est à quel point le mental est important sur la performance. On parlait de la performance. En commençant cette aventure, tu vois, je m'étais dit, OK, je m'entraîne physiquement, je vais me mettre muscu, voler. Et au final, les premiers tournois internationaux que j'ai commencé à faire, je me suis un peu, pas effondrée, mais j'arrivais pas à cause du stress et justement de l'enjeu. Et je me disais, j'ai démissionné, j'ai tout lâché, j'ai rendu mon visa, j'ai rendu mon salaire, j'ai rendu ma vie. Et je suis pas capable de gagner un match. Enfin, en fait, tu te mets énormément de pression. En tout cas, moi, je me suis mis énormément de pression sur les épaules. Trop sûrement. Et du coup, tu peux pas gagner, il peut pas y avoir un résultat si tu es déjà trop stressé. Donc, j'ai dû faire beaucoup de travail là-dessus en pensant. Je pensais vraiment que c'était 90% physique et peut-être 10% mental, mais surtout dans mon sport, qui est un sport où on peut pas changer de joueur, où il n'y a pas de coach. Enfin, tu es vraiment un peu livré à toi-même, comme du tennis, c'est très semblable. Donc, c'est un jeu 80% mental. C'est hyper mental. Donc, bref, ça, je l'ai rajouté un peu plus tard. Ça, c'est la partie compétition. C'est-à-dire qu'effectivement, la compétition, elle est les moments où tu es dans un match qui compte pour gagner une compète. Là, ça, ce que tu as découvert, c'est qu'en fait, le mental jouait un rôle important, particulièrement quand effectivement, tu as tout laissé pour ça. Et comment est-ce que 2 ans plus tard, ton mental comment tu as réussi à le faire évoluer pour justement avoir moins cette pression et te dire, je sais pas, je sais pas ce que tu dis parce que je ne fais pas ce métier, mais voilà, est-ce qu'aujourd'hui tu rentres sur un terrain beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus libéré quelque part de cette charge de pression? C'est vraiment apprendre à gérer le stress et je sais pas, j'avais l'impression, j'ai toujours été quelqu'un de un peu stressé et anxieux, mais dans le sens où je veux bien faire et donc du coup j'ai du mal à accepter quand ça se passe mal. Mais je pense que déjà 2 ans plus tard, ce qui m'a aidé, c'est d'avoir perdu énormément de fois, d'y être allé, de m'être pris, d'avoir perdu, d'y être retourné. Et du coup, forcément, 2 ans plus tard, tu rentres sur un match en disant, bon, allez, encore un, tu vois. Je commence à avoir un peu le volume. D'ailleurs, je compare aussi quand tu commences en entreprise ou un nouveau job. Au début, c'est difficile. Et puis, au bout de 6 mois, 1 an, ça devient un peu plus facile, tu es plus à l'aise. Donc, je suis clairement plus à l'aise. Tu peux travailler ton mental. C'est pas facile, c'est un peu un travail de tous les jours, mais tu as tout ce qui est les routines, en fait, de toujours faire la même chose avant les matchs, par exemple. Ça t'aide à ce que ça soit que je joue pour un World Tour ou un tournoi du coin à Barcelone. Je me sente en tout cas de la même façon parce que je fais toujours la même chose avant, j'ai toujours la même chose après. Donc ça, tu peux le travailler. Tu peux travailler même ta confiance en toi. Mais moi, je sais que j'écris beaucoup. Et du coup, d'écrire beaucoup, par exemple, tu vois, quand j'avais pas du tout confiance en moi, j'écrivais des choses sur lesquelles je peux avoir confiance en moi ou me faire confiance. Par exemple, d'avoir réussi à changer, d'avoir pris des risques. C'est quelque chose que j'ai fait. Donc, tu peux te rassurer aussi sur certaines choses. Moi, je sais qu'écrire, par exemple, ça m'a vachement aidé. Donc, il y a plein de trucs que tu peux faire, un peu des espèces de petits exercices, un peu comme moi, je compare souvent à la muscu. Au final, tu vas à la salle de gym, tu vas faire 10 fois l'exercice avec ton biceps pour que dans 6 semaines, tu aies un plus gros biceps. C'est la même chose avec ton mental. Et pareil, tu peux pas t'attendre à être... surtout pour des personnes qui sont... Enfin, tu vois, moi, je pense pas avoir une énorme confiance en moi ou en plus, je me dis pas, je suis la meilleure. J'ai rencontré des joueuses qui vraiment rentrent sur le terrain, elles se disent, c'est les meilleures. Et je pense que ça les aide énormément à se dire que c'est les meilleures. Après, elles perdent, elles gagnent, tu vois. Mais moi, je sais que déjà, en plus, j'arrivais un peu sur le terrain en me disant, les filles, elles sont plus jeunes que moi, elles sont plus fortes, elles font ça depuis qu'elles ont 5 ans, et moi, j'arrive plus tard. Enfin, déjà, moi-même, je me mettais des bâtons dans les roues moi-même. Donc, voilà. Donc, tout ça, ça se travaille, ça s'apprend. Mais le c'est truc la à charge retenir, de l'expérience, quand même. C'est parce que c'est vrai que la charge de l'expérience et des routines font que, quelque part, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que tu dis, mais de toute façon, il y en aura d'autres, quoi. Comme quand tu fais une mauvaise... Tu vois, moi, je fais des RP pas mal, j'interviens pas mal à la télé. Puis aussi, je fais un peu du média training parce que j'ai beaucoup pris l'habitude de le faire. Et je dis 2 choses, généralement. C'est
que quand on parle, il faut savoir la fin de sa phrase. Je pense que c'est comme de savoir où est-ce que tu vas mettre ton coup. Enfin, peut-être que la métaphore est un peu tirée par les cheveux, mais surtout que il y en aura d'autres. C'est pas grave. Les gens auront oublié. Comme le track, moi, la meilleure façon de soulager une partie du track, c'est-à-dire que les gens oublieront. Enfin, si t'es vraiment nul, les gens s'en souviendront un peu. Si t'es exceptionnel, les gens s'en souviendront encore plus. Et dans la plupart des cas, les gens oublieront. Et déjà, les gens, ils te regardent même pas. En fait, nous, on est tellement centrés sur nous-mêmes. Par exemple, sur une compétition, moi, je peux me dire, j'ai été nulle. Je pense qu'à moi, en fait, à ma performance. Et je sais pas, la fille à côté, elle va me dire, ah alors, t'as fait quoi, toi? T'as gagné ou pas? Enfin, tu vois, j'ai l'impression que tout le monde a vu que j'ai été nulle et que nanana. Et en fait, la fille d'à côté, elle aussi, elle est focus sur son truc à elle. Et elle a peut-être vu 2 points, elle était en train de regarder son téléphone, elle a même pas... Enfin, tu vois, et au final, moi, je me suis fait tout un truc en me disant que... c'est marrant, parce qu'il faut ancrer ce regard de l'autre qu'on interprète mal, parce qu'on interprète comme s'il était aussi obsédé par nous que nous-mêmes. Et c'est marrant, parce que ça, c'est le lien avec l'entrepreneuriat. Parce que les entrepreneurs sont quand même... et c'est un peu le lien avec Google aussi, parce que ce centrage sur soi-même, il est à la fois clé. Parce que quand on le prend du bon côté, c'est comme ça qu'on se développe. Et puis surtout, on ne peut rien contre le fait qu'on passe notre temps à penser à nous-mêmes. Et c'est le meilleur investissement aussi, je pense. Et aussi, mais cette obsession, c'est le truc de l'entrepreneur. Parfois, au-delà du grotesque, moi j'ai souvent tendance à dire que les entrepreneurs ont l'impression que le monde entier est leur employé, alors que pas du tout. Ou pas tous. Mais que c'est ce mindset qui du coup, qu'il faut savoir développer, parce que de toute façon, il est là. Tu vois ce que je veux dire? C'est que de toute façon, ce matériau, il existe. Tu peux pas faire comme si tu étais purement altruiste, pas du tout centré sur toi-même. Non, c'est faux. Tu te mens toi-même. En revanche, c'est quand tu le construis pour atteindre tes objectifs, plutôt que de te noyer dans ces considérations. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis, que tu joues mal ou bien au volley, ta voisine de cours, t'as même pas vu jouer. Elle m'a même pas vu jouer. Et moi, justement, ce que j'écris souvent avant mes matchs, c'est que quoi qu'il arrive, je sais pas, ma famille m'aimera toujours. Demain, le soleil va se réveiller. Mais vraiment, je l'écris, tu vois, genre, parce que des fois, on s'imagine que si ça passe pas, c'est la fin du monde. Et je sais que je l'écris, les trucs importants pour moi. Les gens qui t'aiment vraiment, déjà la plupart, soit ils m'ont jamais vu jouer, soit ils savent pas vraiment. Et dans notre travail, c'est la même chose. Les gens qui nous aiment vraiment, enfin moi, demander à ma famille, à mes parents d'expliquer ce que je faisais vraiment chez Google, c'est toujours une blague, mais pour tout le monde. C'est tellement une boîte compliquée et tout ça en plus. Mais les gens qui t'aiment vraiment, souvent, ils savent même pas vraiment ce que tu fais. Et nous, on met tellement de valeur sur si je close pas ce deal ou si je gagne pas ce match, c'est la fin du monde. Mais si on réfléchit vraiment à ce qui compte, les trucs qui comptent vraiment, demain, je me réveillerai et tout ira. Enfin, je respirerai encore et ma famille m'aimera et je me relèverai de ça. Et au final, de se dire ça, tu rentres aussi un peu plus moins stressé dans le sens où c'est une autre étape et il faut avoir aussi une vision un peu plus à long terme en disant que c'est plein de mini-étapes pour arriver. Et je pense que c'est toujours plus facile de regarder en arrière que de regarder en avant. Donc, on trouvera toujours un truc en regardant en arrière en disant « Ah bah oui, évidemment ». C'est évident. C'était évident. C'était écrit. Et ça, c'est ce qui t'a poussé, j'imagine, en partie, à développer des activités à côté. Et alors, il y a une activité qui moi, m'a surpris parce que je suis passé par l'activité qui est d'entraîner les gens pour rentrer chez les GAFA. Parce que la singularité que tu as, c'est que tu as poussé le sport à un haut niveau, au point d'y dédier ta vie aujourd'hui. Et puis, tu es quand même passé par les boîtes les plus sexy du monde. Et puis, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai fait cet entretien pour entrer chez eBay à l'époque. Et peut-être l'insouciance fait que je me suis pas rendu compte de la technicité que ça demandait dans un certain sens, de bien savoir parler anglais, de bien savoir articuler ses idées, de bien suivre cette espèce à la fois de cirque, mais quand même d'analyse avant tout. Et ça, donc, aujourd'hui, dans tes activités professionnelles, il y a une partie qui est de raconter ton histoire. C'est quand même singulière, et c'est la singularité qu'on aime entendre, parce que des gens qui racontent la même histoire que le voisin sur scène, c'est moins intéressant. Mais surtout, c'est cet accompagnement pour les gens qui veulent rentrer dans ces boîtes. Et comment t'es venue l'idée de dire, en fait, mon expérience de sportive et l'expérience dans ces boîtes-là, ça matche bien pour accompagner les gens qui ont besoin de passer, en fait, de rentrer de passer cette compétition qui consiste à rentrer chez Google, chez Amazon, chez Facebook et chez les autres. Comment ça s'est cristallisé ?
Bah, en fait, pour moi, c'est tellement... pas normal, mais un entretien, ça se prépare, tu vois. Pour moi, en tout cas, c'est une opportunité qu'on a, et que, d'ailleurs, que ce soit des GAFA ou n'importe quelle opportunité, tu vois, quelque chose qui nous tient à cœur. Et d'avoir entendu tellement de fois des gens qui sont allés pas préparés. Enfin, tu vois, je l'ai fait des deux côtés. Donc, moi-même, j'ai passé les entretiens. Donc, je sais que je me prépare comme une compétition. Mais j'ai vu aussi de l'autre côté, moi, en étant l'intervieweur pour faire rentrer des gens chez Amazon ou Google, de voir que tellement de gens viennent pas préparés. Et j'ai vraiment cette impression que je peux aider les gens parce que pour moi, il faut être préparé. Tu peux pas te présenter déjà à ce genre d'entretien, mais encore une fois à n'importe quel entretien de manière générale, sans être préparé et en étant surpris par des questions, alors qu'il y a zéro surprise. Ouais. Si tu es préparé, c'est comme pour moi avant un match, je suis préparé le mieux que je peux moi-même. Ensuite, je peux perdre le match parce qu'il y avait une équipe en face qui était meilleure que moi et ça m'arrive tout le temps. Donc, tant mieux, voilà, c'est comme ça. C'est pareil pour l'entretien. Peut-être qu'il y a une personne en face qui a un meilleur CV ou qui est déjà dans l'entreprise. Enfin, il y a plein de choses que tu peux pas contrôler. Mais par contre, ce que tu contrôles, c'est ce que toi, tu viens raconter, comment tu articules tes idées, comme tu l'as dit. Et il y a pas, c'est toujours le même genre de questions. Donc, tu peux t'y préparer et savoir y répondre, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Donc, je dirais que ça vient vraiment de cette préparation qui est pour moi très importante. Et surtout si c'est un entretien qui est très important dans sa vie, comme un match qui est très important, on ne peut pas y aller, pour moi en tout cas, sans être préparé. Et alors, comment tu les... c'est marrant ce que tu dis. La première question qui me vient à l'esprit, c'est on parle de hard skills, de soft skills, d'un peu des deux. Un peu des deux, ouais. En fait, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, j'ai commencé par expliquer les techniques d'entretien. Donc, tu vois, quand tu racontes une histoire, si tu l'as bien préparée en amont, c'est jamais... Moi, en entretien, je sors pas une histoire que... Attends, qu'est-ce que je vais dire ? Ok, je vais prendre ce truc. Non, je sais exactement... En fait, je veux préparer pour moi être en contrôle de l'entretien tant que je peux. Tant que c'est des questions où c'est dites-moi une fois où vous avez eu un échec. Je peux pas dans ma tête être en train de me dire attends, un échec, qu'est-ce que je vais dire ? Non, je sais très bien que j'ai mes 2-3 exemples de prêt. Échec, ok, c'est celui-là, machin, c'est ça. Donc tout est préparé dans ma tête. Donc il y a toute une partie technique dans le sens où je vais préparer on appelle ça une méthode STAR, mais je vais préparer des réponses qui peuvent être utilisées pour différents types de questions, mais que je vais très maîtriser complètement. J'ai les chiffres, elle est chiffrée. En fait, quand je te l'explique, ça coule très bien parce qu'en fait, je l'ai préparée, je l'ai apprise, je l'ai répétée, je l'ai mis dans différentes formes. C'est tellement préparé que c'est pas du hasard. Et il y a aussi la partie, justement, comme on disait un peu, que je me suis rendu compte en commençant le coaching, toute la partie confiance en soi aussi. Il y a beaucoup de gens qui vont dans des entretiens en se disant j'ai tellement besoin de ce job ou c'est le job de mes rêves. Et en fait, c'est de remettre, comme on disait aussi un peu tout à l'heure, mais ils ont autant besoin de toi que toi, tu as besoin d'eux. Et tu as toute la partie aussi mentale de comment tu te prépares pour arriver en confiance, en tout cas, comme moi, j'essaye d'arriver en confiance avant un match. Pareil, c'est ma préparation qui m'aide à me sentir en confiance parce que je sais que j'ai bien préparé. Encore une fois, je vais sûrement ou peut-être perdre le match, ça, j'en sais rien. Mais je sais que j'ai confiance de comment j'ai préparé mon entretien ou mon match. Et donc, du coup, tu arrives beaucoup plus détendu. Donc, tu as aussi la partie, tu vois, de te faire aider, d'avoir investi dans une préparation, d'avoir préparé avec quelqu'un. Tu vas pas tout seul, tu vois. Genre, moi, je sais que j'ai mon équipe derrière moi. Quand je vais à la bataille, je les emmène avec moi et on gagne ensemble, on perd ensemble. Mais je pense que tu as aussi la partie mentale de se dire, voilà, j'ai investi du temps pour me préparer au mieux et je vais faire tout ce que je peux pour être prêt et on verra ce qui se passe. Mais alors, du coup, c'est ce que tu dis, c'est qu'il y a une partie quand même très technique parce que c'est particulièrement dans ces boîtes anglo-saxonnes, il y a des méthodes, il y a des livres, il y a des acronymes dans tous les sens. Ouais. Et donc, on sait qu'effectivement, la plus grande réussite, les plus grands échecs, le défaut, voilà, toutes ces méthodes-là, et même l'articulation entre les questions, parce que tout est analysé, ça, c'est prédictible. Ouais. Et qu'en même temps, il est vrai qu'arriver avec un bon lot de confiance en soi fait qu'on va sans doute mieux répondre à ce qui est attendu. Et en plus, transmettre un message de confiance qui est toujours très positif parce que c'est quand même la base même des US, c'est la confiance, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse, mais enfin, c'est de savoir jouer avec ça. Ouais. Et combien de temps, du coup, pour ces coachings, il faut combien de temps aux gens pour être à peu près prêts ? Puisqu'on se dit que c'est comme pour le beach volley, on n'est jamais vraiment prêt, on peut perdre.
Mais Non, c'est bien sûr. combien de temps à peu près? Ça peut aller des fois, en gros, je dirais entre 3 et 5 heures, tu peux déjà on peut avoir préparé, tu as souvent un premier call RH que tu dois préparer sur ton introduction, comment tu t'expliques qui tu es, pourquoi tu veux changer de job. Enfin, ces questions-là qui sont les questions initiales, il faut les avoir préparées aussi parce qu'encore une fois, il n'y a pas de surprise, on sait que ça va être ces questions-là. Et ensuite, tu as toute la partie, donc travailler. Moi, j'essaie de travailler 2-3 expériences qui peuvent sortir dans n'importe quelle question ou en entretien. Ensuite, tu peux pousser un peu plus loin et travailler les questions un peu plus hypothétiques. Tu vois, demain, vous êtes le CEO de Google Maps. Comment vous allez faire ci et ça? Tu peux pas savoir la question qui va être posée, etc. Mais tu peux travailler d'abord, je vais analyser ce genre de données. Tu peux avoir une méthode aussi à répondre. Mais je dirais, franchement, entre déjà 3 et 5 heures, tu peux déjà être bien mieux préparé que 90% des gens qui vont soit lire un peu sur le produit, etc. Mais ça, c'est pas grave parce que le produit, on peut l'apprendre plus tard. Il faut vraiment être prêt sur ce qu'on contrôle, encore une fois, et c'est nous-mêmes. C'est notre histoire et pour moi, c'est le plus important. Notre matériel. Et ça fait combien de temps? Enfin, est-ce que tu as suffisamment de recul pour voir l'effet que ça a eu quelque part? C'est-à-dire que le retour des gens qui sont passés par ta formation, ils disent c'est incroyable. Encore une fois, j'essaie toujours de mettre le côté perso et pro dans le même truc. C'est-à-dire qu'à la fois, tu leur as un peu redonné confiance en disant, en fait, finalement, en disant, mais oui, mais en travaillant pas à pas, tu vas toi-même te rendre compte que tu es capable de bosser pour cette boîte. Parce que je pense qu'il y a aussi cet aspect de dire, non, c'est impossible. Google ne voudra jamais de moi, Exactement. moi, pas possible. Ouais. Et en même temps aussi, donc ça, il y a un côté vraiment perso, puis il y a le côté technique de dire, je suis capable de répondre à ces questions, et où je suis capable de me rendre compte que c'est peut-être pas le moment parce que je parle pas bien anglais ou parce que justement d'avoir compris ce qu'il y avait derrière dans la mécanique et pas forcément ce qu'il me faut, enfin, où je suis pas encore capable d'être un bon candidat à tout le moins. Et donc le retour, c'est qu'est-ce que ça a ouvert chez les gens que tu as accompagnés? Qu'est-ce qui te fait marrer quelque part? Qu'est-ce qui est plus gratifiant en fait quand tu vois le retour d'expérience? Ce qui est le plus intéressant, c'est justement la partie confiance en soi qui ressort le plus dans les retours que j'ai des gens que j'ai accompagnés. Et c'est à quel point je leur ai redonné confiance en eux, ou je les ai aidés à avoir confiance en eux moi, je crois vraiment personnellement, et je le montre dans ce que je fais, qu'on peut avoir 1000 vies, on peut faire plein de trucs différents, il faut juste se donner. On peut pas être nous-mêmes ce qui va nous... Comment dire, vraiment la personne qui nous bloque à aller vivre ce qu'on a envie de faire. Et donc, pour moi, déjà, il faut enlever tout ça. Il faut y aller, il faut tester, il faut tenter. Et ça marche pas. Mais je suis vraiment personnellement convaincue que c'est jamais un risque, déjà qu'on peut pas revenir en arrière ou que... Enfin, tu vois, je suis vraiment convaincue que, faut y aller. Et je pense que j'arrive à bien les aider là-dessus, à leur montrer que leur expérience, quelle qu'elle soit, il y en a plein qui ont d'expérience même pas du tout dans la tech. Et on arrive à faire ressortir des éléments qui sont très similaires de la tech. C'est juste que c'est pas la même industrie, mais... Donc de travailler ensemble, je pense déjà d'avoir quelqu'un avec toi comme un coach qui t'accompagne. Mais je dirais ce qui est le plus surprenant et intéressant, c'est à quel point c'est la confiance en soi qui ressort le plus. J'ai accompagné beaucoup de femmes. Je pense que les femmes, de manière générale, prennent aussi peut-être le temps et sentent qu'elles ont besoin de se faire accompagner, en tout cas pour postuler. Enfin, il y a plein d'études là-dessus, même que les femmes... elles ont tendance à moins postuler sur des jobs parce qu'elles se sentent pas, tu vois, elles n'ont pas tous les critères, alors qu'un mec, de manière générale, il va plus se dire on verra. J'y vais. Donc voilà, ça a déjà été montré, mais c'est drôle aussi, tu vois. Genre, j'ai vraiment beaucoup plus de femmes, en tout cas pour l'instant, qui me contactent. Donc j'espère que j'ai quelques hommes, mais il y en a moins. Et du coup, c'est vachement la confiance en soi, d'être épaulée et de se dire qu'elles peuvent le faire et qu'elles sont capables de le faire et qu'elles sont prêtes pour y aller, quoi. Et donc, ça augmente le taux de succès, in fine. Ça, j'ai des super résultats. Enfin, pour l'instant, ils ont toujours réussi à trouver, les personnes que j'ai accompagnées, à trouver un job dans des boîtes comme TikTok, Google, Amazon, des grosses boîtes et aussi des plus petites boîtes, des startups. Enfin, ça dépend. Les personnes sont pas obligées de vouloir aller dans les grosses boîtes parce que, comme on a dit avant, il y a des bons et des moins bons côtés. Il y a des gens que ça attire pas du tout. Donc, préparer des entretiens pour une startup ou pour même d'autres types d'entreprises. Pour moi, c'est la même chose. Il faut y aller, encore une fois, bien préparé. Et c'est vraiment la même chose. C'est juste que je pense que ces grosses boîtes-là, elles ont tellement un process de recrutement difficile que si tu te prépares
pour celui-là. Ensuite, tu peux aller vraiment postuler dans ça, c'est vraiment n'importe quelle entreprise. un peu l'Everest de l'entretien. Mais ça ne peut pas vouloir dire que tu veux absolument aller chez Google, mais si tu te prépares, moi c'est pareil, si je me prépare comme si je veux aller jouer aux Jeux Olympiques, j'irai sûrement jamais aux Jeux Olympiques, mais pour gagner un tournoi un peu en dessous, je serais plus préparée que si je me suis préparée pour le tournoi en dessous. Donc encore une fois, même si c'est des gens qui ne veulent pas aller dans ces grosses boîtes-là, je pense que préparer les entretiens avec ces techniques-là, ça peut que être bon. Et puis, on marche vraiment sur deux jambes. C'est qu'il y a la jambe de la technicité qui est dans le cas du beach volley, la condition physique, et la jambe du mindset, et que de toute façon, ça ne peut pas faire de mal, quoi qu'il en soit, pour avancer. Ouais. Et ça, c'est ce que c'est aussi l'essence des conférences que tu donnes, où justement tu fais le pont toujours. Je crois qu'on l'a bien compris, le pont entre ce que c'est d'être athlète et ce que c'est d'être entrepreneur. Donc tu as sorti le néologisme de sport. Attends. D'athlète-preneur. Ouais, parce qu'au final, mon sport, comme on l'a dit, c'est un petit sport où on n'est pas du tout visible, etc. Donc en soi, tous les athlètes, je pense, ont cette essence d'entrepreneur où il faut trouver des sponsors, encore une fois, convaincre des personnes de venir avec toi. Donc déjà, à la base, ce projet, il était de toute façon entrepreneurial parce que tu dois tout gérer toi-même. Et aujourd'hui, dernière question, aujourd'hui, t'es content de ton choix ? Ouais, franchement, déjà à la base, mon premier but, c'était de ne pas avoir de regrets. Tu vois, on n'en a pas trop parlé sur la prise de décision, mais vraiment, mon but, c'était de pas avoir de regrets, je sais pas, dans 10, 20, 30 ans, me dire j'avais toujours eu envie de faire ça et je ne l'ai pas fait. Et donc, pour moi, de toute façon, déjà, le jour où j'ai commencé à être dans l'action de le faire, je m'enlevais ce regret de je ne l'ai pas tenté. Est-ce qu'après, tu vois, encore une fois, je vais gagner des championnats internationaux ou pas ? Je sais qu'aujourd'hui, évidemment, je ne peux pas dire que ça ne m'importe pas parce que je suis dans le truc et je veux gagner et être au mieux. Ouais, il y a comme la compétition. Évidemment, une fois que tu es dedans, tu ne peux pas te dire « Ah, c'est pas grave, je viens juste... » Non, c'est pas vrai. Mais je m'enlève quand même ce truc sur le cœur, tu vois, de me dire je ne l'ai pas tenté. Quoi qu'il arrive, je peux me blesser demain ou perdre tous mes matchs ou que tout se passe le pire scénario possible. Je l'aurais tenté. Ouais. Et ça, il n'y a que moi et moi-même. Tu vois, genre, je sais que je pourrais me dire à moi-même, tu sais quoi, tu l'as tenté, ça n'a pas du tout marché, c'était un désastre, ou au contraire, c'était trop bien. De toute façon, j'apprends plein de choses sur moi-même, j'apprends plein de choses différentes, je rencontre des personnes différentes, donc encore une fois, en aucun cas, c'est un échec. Et non, il n'y a pas une fois... Je dis pas que c'est pas difficile, il y a plein de fois où je me dis, mon Dieu... Rien qu'avoir un salaire qui tombe à la fin du mois, ou t'es souvent tout seul quand t'es athlète, surtout dans ces sports-là. Je suis beaucoup toute seule. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs, évidemment, qui manquent. Je dis pas du tout que c'est facile ou quoi que ce soit, mais en tout cas, encore une fois, d'être dans l'action et d'essayer de faire quelque chose, ça t'enlève, en tout cas, ce regret de dire je l'ai pas tenté. Donc, comme et au moins, c'est ton message, c'est qu'il faut quand même répondre à ses aspirations et à ses challenges intérieurs. Je pense qu'il faut se donner le droit, en tout cas, de regarder en face ce qu'on a envie de faire. Parce qu'on va peut-être prendre la décision, c'est pas le moment. Ou alors, tu vois, OK, au final, c'est pas vraiment ce que je veux. Parce qu'il y a toujours des moins bons côtés à tout choix. Mais en tout cas, je trouve qu'il faut se donner le droit de regarder ce qu'on veut faire en face. Et au moins, si on prend... Tu vois, moi, j'ai mis 2 ans avant vraiment de démissionner, etc. Mais une fois que tu t'es donné au moins le temps d'y réfléchir, tu peux aussi t'enlever un peu ce regret, etc. Donc, je pense que c'est vraiment déjà de tenter si possible, mais au moins de regarder si c'est faisable ou pas, et de tenter petit à petit aussi, peut-être pendant qu'on fait encore autre chose, etc. Mais c'est de tenter. Merci, c'est tenter, et puis voilà, tenter et vous verrez bien ce qui se passe. Et répondez à votre appel intérieur. Merci beaucoup. Merci à toi.